Alors, bonjour Étienne, bienvenue à ce balado gauche-droite. Bonjour Jacques, merci pour l'invitation. Gauche-droite, je te rassure tout de suite, c'est pas un combat de boxe. Non, mais de toute façon, j'en ai vu des plus gros et des plus méchants. Ah oui? Plus gros, plus grand? Pas sûr. Mais je comprends très bien que, dans le fond, tu en as fait plusieurs récemment, surtout suite à la publication de ton essai Anti-civilisation, nos sociétés qui s'effondrent de l'intérieur. Moi, je dois avouer que la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'est l'automne dernier. Tu avais fait un peu le même format avec Mathieu Bock-Côté en France, parce que ton livre est paru en France avant de paraître au Québec. Exactement, c'est un éditeur français, donc il est paru en France un mois avant de paraître ici. Exactement, et c'est là que j'ai appris, par exemple, que tu avais été le rédacteur des discours de François Legault. Eh oui. Hein, oui, quand même, tu n'étais pas vieux, là. Tu avais 21 ans. J'ai commencé à 21, puis j'ai arrêté l'an dernier, justement, autour de 24. Ah oui, tout à fait. Un petit gars de Cap-Rouge, en banlieue de Québec. On va jaser de Québec tantôt, puis du troisième lien, puis du projet de tramway du maire Marchand. Et tu as aussi, je pense, un bac en philosophie politique. Oui, absolument. Je suis en train de terminer une maîtrise en admin public. OK, tu es en maîtrise actuellement. Ouais. Et tu travailles pour un groupe de recherche à Ottawa qui est assez identifié à la droite chrétienne, c'est ça? En fait, l'Institut Cartus, donc, on est un institut de recherche non partisan qui analyse les politiques publiques à partir de la tradition sociale chrétienne. Donc, effectivement, c'est notre boussole, puis c'est à travers cette vision-là qu'on analyse la politique. Ouais. Je te lance, aujourd'hui, en 2026, un jeune, tu as 25 ans, qui s'identifie à la droite conservatrice, mais modérée. Hein? J'ai compris que... Oui, je dis, je suis un conservateur. Tu es un conservateur. Ça défend quoi aujourd'hui? Parce que moi, quand j'avais ton âge, les jeunes conservateurs qui étaient au cégep de Thetford, ils étaient dans le Parti progressiste conservateur de Brian Mulroney. On parle plus du tout de la même chose. Bien, il faut dire que les enjeux ont changé. Il y a une époque où, quand on parlait, par exemple, là, je rentre dans le jargon un peu, tu m'excuseras. Non, ça va. Du fusionnisme, entre guillemets, qui était vraiment une alliance très proche entre le libéralisme économique puis le conservatisme plus traditionnaliste. C'est une alliance qui était motivée par la crainte du communisme. Oui. Parce que c'était ça l'enjeu à l'époque, c'était la guerre froide. Mais quand on est né, par exemple, moi, je suis né en décembre 2000. C'est sûr, la guerre froide, je ne l'ai pas connue. La menace communiste, entre guillemets, on la sent pas aujourd'hui. Oui, il y a encore une forme de gauche, mais c'est vraiment pas la même chose. On n'est pas Staline, etc. Là, c'est ailleurs. C'est pas la guerre froide. Non, exactement. Puis quand on regarde aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui se tourne vers le conservatisme? C'est un peu de ça que je parle, justement, dans Anti-civilisation. C'est j'ai l'impression qu'on atteint un peu les limites d'une forme de crise de la transmission qu'on a vécue depuis les années 60. De dire que à ce moment-là, la génération des boomers, beaucoup, mais c'est un phénomène qui est sociétal, qui a dit, il y a une certaine vision de la tradition, une certaine vision de l'enracinement qui peut-être devrait rester dans le passé. On va mettre de l'avant une forme de liberté qui est vraiment très individualiste, qui est d'abord et avant tout axée sur l'absence de contraintes. De dire, des institutions que jadis on considérait importantes pour nous dire comment mener notre vie, comment agir en société, que ce soit la famille, la nation, l'Église, la société civile. On va jeter ça derrière nous et on va atteindre une espèce de nouvelle ère de la liberté, etc. Puis le constat auquel j'arrive dans mon livre, c'est de dire que la liberté pour la liberté, c'est pas toujours positif, que parfois, il y a certains contrôles, il y a certaines normes, il y a certaines valeurs morales qui protègent, en fait, de certains débordements. Et donc, probablement, moi, je pense qu'on est à une époque où il y a une génération qui a l'impression qu'elle est un peu orpheline de transmission, orpheline d'héritage, puis elle se dit, peut-être que j'aurais aimé ça, moi, avoir des repères pour savoir dans quelle nation je m'inscris, comment mener une vie qui est réussie, comment, justement, m'orienter un peu, surtout quand on arrive autour de la vingtaine, puis on est à cette époque-là où on a un questionnement puis qu'on se demande un peu où on s'en va. Puis je pense que l'absence de réponse, de dire « découvre-toi toi-même », etc., c'est insuffisant. Fait que c'est normal qu'il y ait des gens qui cherchent des repères puis qui essayent de s'enraciner dans quelque chose de plus profond. Je voyais les sondages, puis tu as vu, le Parti conservateur d'Éric Duhaime a fini deuxième dans Chicoutimi. Puis je voyais les sondages là, que là où les appuis sont les plus forts chez les conservateurs, c'est entre 18 et 35 ans, ou à peu près. Tu fais-tu partie, parce que j'en connais aussi des vieux conservateurs qui ont un peu le même discours quand même, que j'ai déjà reçu à d'autres micros. Tu fais-tu partie de la gang qui dit que, dans le fond, un des problèmes qu'on a au Québec, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain lors de la Révolution tranquille, comme s'il y avait eu une rupture entre cette idée-là d'un catholicisme social. Bon, on ne refera pas l'histoire ici du Québec jusqu'à la fin des années 50, puis non plus celle de la Révolution tranquille, mais tu fais-tu partie de ceux, toi, qui considèrent peut-être qu'on est allé trop loin, trop vite, justement, en larguant ces repères-là, que ce soit la famille, l'Église et tout le reste? Écoute, par rapport à la Révolution tranquille, je pense que le bilan est contrasté. Dans le sens que moi, je suis d'abord un nationaliste aussi. Donc, sur ce plan-là,
moi, que les Québécois se soient appropriés l'État québécois puis que ce soit devenu un vecteur d'émancipation culturelle nationale, je trouve que c'est positif. Les réalisations de la Révolution tranquille, tu les reconnais toujours. La loi 101, c'est la réalisation principale. Cela dit, quand on regarde le modèle social-bureaucratique avec lequel on est aujourd'hui, qui est très, très, très... justement, très bureaucratisé, qui est devenu assez lourd. J'ai l'impression, je me demande, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Est-ce que justement, puis là-dessus, peut-être qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, puis je m'explique. Parce que nous, en tout cas, à l'Institut Cardus, une de nos priorités, c'est la santé de la société civile. Puis de voir comment est-ce que les associations spontanées, le volontariat, la famille, toutes ces institutions-là dans lesquelles les citoyens s'investissent, trouvent du sens, puis ont une participation directe, tout ça, ça s'affaiblit. Ça n'arrête pas de s'affaiblir en Occident, puis au Québec notamment, parce que, en fait, on voit qu'à beaucoup d'endroits, c'est l'État qui a pris cette place-là. Puis, moi, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu d'être de faire au moins un petit rééquilibrage? Puis, c'est pas de dire qu'il faut être individualiste, maximaliste, ou que c'est forcément le marché et les entreprises qui devraient prendre cet espace-là, mais de dire, quand l'État arrive avec ses gros sabots, quand il va subventionner quelque chose, s'approprier quelque chose pour que ça devienne une patente étatisée plutôt que quelque chose dans lequel les gens s'impliquent bénévolement, s'impliquent directement. Est-ce qu'on n'a pas perdu quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas devenu un peu étranger à ça quand ça prend une espèce de distance, que c'est plus lointain? Fait que peut-être que nos structures ont besoin d'un petit rééquilibrage. Oui, mais tu n'as pas l'impression quand même, parce que moi, j'ai passé 30 ans de ma vie dans le mouvement syndical, là, et souvent, quand on parle de la société civile, bon, c'est vrai, tu vas me dire, il y a une forme de bureaucratisation qui existe, puis qui est reconnue même par des leaders syndicaux. Mais il en demeure pas moins que les organisations syndicales au Québec font partie de la société civile québécoise et qu'elles ont contribué à leur façon à la construction d'un État social ou du Québec moderne dans lequel on vit malgré tous ces travers. Tu n'as pas l'impression quand même que les 30 dernières années, puis tu l'abordes peu ou pas dans ton livre, de politique néolibérale qui ont été très dures. Là. Tantôt, on disait que tu as travaillé avec M. Legault. Moi, j'ai connu l'époque de Philippe Couillard, j'ai connu l'époque de Jean Charest, j'ai connu l'époque de Lucien Bouchard, qui était au Parti québécois, mais qui est quand même un conservateur. T'as pas l'impression qu'on l'a labouré pas mal, cet État social-là, puis qu'on l'a remplacé par le secteur privé, notamment dans la santé? Honnêtement, ça, je veux dire, c'est un argument qui me fait toujours un petit peu rouler des yeux, puis je vais m'expliquer. Parce que la place de l'État dans l'économie n'a pas arrêté d'augmenter. Le budget total du Québec n'arrête pas d'augmenter, même calculé, ajusté pour l'inflation. Fait que rendu là, le grand saccage puis le massacre à la hache, moi, je le cherche un peu. Non, mais tu sais, j'aimerais ça le voir parce que... Mais les listes d'attente, tu les vois, là, quand même, dans le réseau de la santé, là, sont pires que jamais. Là. Est-ce que c'est... Dans le maintien à domicile, là. Bien sûr. Est-ce que c'est pas le fonctionnement qui devrait être repensé plutôt? Tu sais, parce que juste de mettre de l'argent dans le problème, je pense que humblement, le gouvernement de la CAQ l'a essayé. Là. Tu regardes depuis 2018... les dépenses dans santé et éducation, ça a monté de 58 %. Fait que je pense que si, justement, on était dans le saccage néolibéral, qu'en soit-il, on serait ailleurs où on est en ce moment. Puis là, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu au point de rupture où on voit, OK, mais là, on a vraiment réinvesti, mais oups, les services qu'on pensait qu'ils viendraient avec ne viennent pas. Fait que là, comment est-ce qu'on peut essayer les choses autrement? Fait que moi, je comprends que les gens ils disent, OK, est-ce qu'on peut pas avoir, oui, une part de privé, oui, une part de société civile, puis est-ce que certains monopoles étatiques sur certains services sont justifiés? Puis là, on pourrait parler d'éducation. Moi, je pense que d'avoir un réseau qui est mixte, qui est pluraliste, d'avoir des écoles autonomes, c'est une bénédiction, puis c'est une des choses qui marche dans la société civile au Québec. T'as pas de problème avec cette idée-là, toi? Que, par exemple, à partir des fonds... Non, mais à partir des fonds de l'État, on finance l'accès à l'école privée pour des jeunes. T'sais, moi, je vais te dire sur la privatisation de l'éducation qu'on décide de t'envoyer à l'école privée, que tes parents payent, mais quand on utilise quand même des fonds publics pour subventionner l'école privée, t'as pas de difficulté avec ça. L'affaire, c'est que les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles autonomes payent des taxes comme tout le monde. Puis eux, ils choisissent de verser 40 % en plus. Puis eux autres, ils ont payé 100 % dans le pot, là, mais l'État leur redonne seulement 60 %. Fait qu'en fait, ils donnent à l'ensemble du réseau. Fait que, je trouve ça un peu difficile, cet argument-là, en disant c'est comme si on les subventionne, alors que c'est des gens qui payent des impôts comme tout le monde. Je veux dire, c'est des contribuables. Financement des écoles religieuses dans un État laïque comme le nôtre. Ça fait partie de la société civile aussi. Okay. Puis moi, je pense que le modèle pluraliste de l'État québécois, qui a fait de sa richesse, c'est de dire l'État il est responsable, OK, de définir qu'est-ce qui va être enseigné, le programme d'enseignement, de financer en tout ou en partie. Puis à ce moment-là, moi, j'ai pas de malaise que, par exemple, les écoles publiques soient financées à 100 % par rapport aux écoles autonomes. Mais si on a une école qui a une mission qui est particulière, mais qu'elle remplit en complet, tout à fait, ce qui est exigé du programme, c'est quoi l'enjeu? À partir du moment où il y a des débordements, puis surtout, moi, je pense que
si toute cette histoire-là sur les écoles privées religieuses, etc., c'est en réaction à l'école Bedford, qui est une école publique, on se trompe de cible. Puis souvent, les gens qui agitent les écoles privées religieuses, c'est beaucoup Québec solidaire ou des fois le PQ qui sont opposés à l'ensemble des écoles privées. Fait que des fois, je regarde ça puis je me dis, OK, mais est-ce que c'est juste une espèce de tactique parce que vous n'aimez pas la structure du réseau, t'sais? Mais tu vas reconnaître, mais Étienne, tu vas quand même reconnaître que quand on a fait la Révolution tranquille, on est passé vite par-dessus, mais quand on a créé le ministère de l'Éducation en 61, quand on a construit les cégeps, quand on a construit le réseau UQ, on était dans une perspective de l'école publique pour faire le rattrapage qu'on avait à faire avec le reste du Canada. T'sais, on était malheureusement un peuple canadien-français moins éduqué que les autres. Ouais. L'école publique a quand même fait sa démonstration. J'entends ce que tu me dis, mais moi, pour avoir envoyé mes propres enfants à l'école publique à Montréal, on constate quand même que l'école publique est un peu vidée de ses meilleurs éléments vers l'école privée et qu'il y a un phénomène là quand même bien objectif d'une réalité avec laquelle on doit composer quand les meilleurs éléments sont placés dans une école privée, alors qu'à l'école publique, souvent, c'est les moins nantis ou ceux qui n'ont pas les moyens ou qui sont un peu plus faibles académiquement. Bien, j'entends cet argument, mais je pense que c'est un peu facile pour expliquer les lacunes du réseau public. Puis, en fait, quand on voit les manières que le réseau public s'est amélioré dans les dernières années, souvent, c'était en réaction à une saine émulation de ce qui venait des écoles autonomes. Tu sais, par exemple, là, je ne sais pas ton avis sur les programmes particuliers, mais si ça existe aujourd'hui dans le public... c'est parce qu'on a concurrencé le privé. La moitié. Ben oui, puis il y a plus de la moitié des gens qui sont inscrits là-dedans. Pourquoi? Parce que ça motive les jeunes, parce qu'ils aiment ça. Fait que rendu là, moi, j'ai de la misère quand l'argument, c'est contre le pluralisme en général, puis de dire que ça ne devrait pas exister pour que tout le monde soit régulier parce que tout le monde devrait avoir la même éducation. Tu sais, je pense que moi, ça fait pas longtemps que j'ai quitté le réseau de l'éducation. L'égalité des chances, tu dois aller au privé, toi. Mais, oui, je suis allé au collège Saint-Charles-Garnier, j'en suis très fier. Mais l'affaire, c'est que l'égalité des chances, c'est aussi d'avoir une pluralité d'options. Parce que, tu vois, moi, par exemple, là, j'ai jamais été sportif, OK? Puis s'il avait fallu que je sois dans une école, puis c'est normal, il y a des écoles qui ont des différentes vocations, il y a des jeunes qui ont des différentes vocations. Moi, je trouve ça beau, je trouve ça positif qu'on ait toutes sortes de modèles. Puis rendu là, comment est-ce qu'on peut un peu casser cette mentalité-là de dire que tout le monde doit avoir la même éducation? Parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intérêts, c'est pas tout le monde qui a besoin du même accompagnement. Puis quand on regarde ce qui se fait de bien aujourd'hui là, dans le réseau autonome, on voit de plus en plus de programmes pour les élèves HDA, pour les élèves qui ont des besoins particuliers, avec un accompagnement que le public n'a pas encore à côté. Ah, ça, écoute, peut-être que ça va venir. Ça, je pourrais t'écrire un roman là-dessus. Moi, j'en ai un de mes enfants qui avait des enjeux particuliers, puis il a fallu se battre et payer dans le privé en plus pour avoir une expertise pour lui permettre d'avoir un orthopédagogue qui l'accompagnait. Mais au-delà de l'éducation, tu as quand même fait le lien tantôt avec cette idée-là de la prise en charge des communautés, tout ça, qu'on a peut-être un peu trop étatisé ou bureaucratisé. Ou... Le Québec reste quand même un champion en matière d'économie sociale. C'est certainement quelque chose qui t'intéresse parce que quand on fait le tour du Québec, des groupes communautaires, des groupes populaires, le communautaire s'en va en grève bientôt là, pour réclamer des meilleures conditions parce qu'ils jugent que justement, ils font un travail que l'État n'assume pas ou n'assume plus. Il y a quand même une reconnaissance de ton côté de la part de l'économie sociale ou de l'économie solidaire dans la société québécoise. Ben oui, puis tant mieux que ça existe. Tant mieux que ça existe. Puis, tu sais, nous, notre vision à l'Institut Cardus, c'est vraiment comment est-ce que toutes les institutions peuvent, dans la sphère qui est la leur, travailler ensemble pour le bien commun de la société. Puis moi, là où j'ai de la misère avec le gouvernement, puis, tu sais, tu l'as vu dans mon livre, je ne suis pas libertarien. En fait, j'ai critique assez durement. Puis je pense que l'État a un rôle, notamment pour définir les règles, pour définir c'est quoi, par exemple, la culture commune, le fondement qu'on a tous besoin. Mais cela dit, moi, c'est quand il sort de sa sphère où il est le meilleur, pour aller dans des sphères où il n'y a pas vraiment d'affaires, puis que là, tu en écrases d'autres parce qu'il est plus fort que le reste, c'est normal, c'est l'État, c'est lui qui a le monopole de la violence. Bien, c'est là qu'il y a des débordements. Puis à l'inverse, tu sais, je voudrais pas que le marché prenne de la place qui n'est pas la sienne. Je voudrais pas que les écoles, par exemple, soient forcées de faire des choses qui ne sont pas dans leur mission, qui les détourneraient de leur but. Tu sais, fait que nous, c'est vraiment la vision de dire, OK, comment est-ce que chacun, dans la sphère qui est la sienne, est capable de faire son petit bout de chemin pour avancer vers le bien commun. Mais malheureusement, je pense que, en fait, plus une société devient bureaucratisée, plus l'État prend de la place, plus souvent, il va s'écarter de ce qui fait le mieux pour faire des choses qu'il ne devrait peut-être pas faire.
On va parler un peu des villes, parce qu'on parle des communautés. On va parler des villes. J'ai remarqué récemment que tu as eu quand même un débat. Je t'ai suivi pas mal là, par rapport à Québec en disant Québec est en train de se montréaliser, tout le débat sur l'immigration, mais aussi le fameux débat sur le troisième lien et le fameux tramway, tout ça. Bon, tu as même parlé de ces tours à condos, du phénomène de la densité, les cages à poules versus la possibilité d'aller vivre en Beauce, dans son bungalow, puis faire de l'étalement urbain. Je me suis dit, il n'est pas bien éco-anxieux, malgré son jeune âge, parce que il me semble que dans le contexte actuel, puis tu l'as vécu encore ce matin en t'en venant ici, le trafic sur les routes, c'est absolument hallucinant. Tu sais, le transport collectif, le développement du transport collectif à Montréal souffre d'un sous-financement de développement épouvantable depuis des années. Je t'entendais intervenir dans ce sens-là à Québec. C'est quoi tes principales motivations à défendre un modèle qui est quand même assez traditionnel puis qui ne va pas du tout dans le sens de l'histoire? Écoute, quand on est conservateur, on est habitué de pas aller dans ce qu'on appelle le sens de l'histoire chez certains. Mais c'est dire, en fait, moi, je pense qu'il y a l'enjeu à Québec aujourd'hui, là, c'est beaucoup plus qu'une question très pragmatique de, où c'est que le tracé devrait passer, combien ça va coûter, tout ça. C'est pas pour ça que les gens sont aussi motivés par ce débat-là. Bon, comme tu l'as mentionné, moi, je suis un gars de Québec, fait que j'ai puis de banlieue. Exactement. Ouais. Puis je pense que ce qui a fait longtemps la spécificité de Québec, c'est que contrairement à d'autres grandes villes canadiennes, nord-américaines, etc., on a décidé justement de faire en sorte que la maison familiale, la voiture, ça soit encore quelque chose de possible. Puis ce qui a été l'avantage principal de ça, c'est que Québec, c'est encore une ville largement familiale. Ça, quand on regarde Montréal aujourd'hui, on peut parler du métro autant qu'on veut, puis le plateau, comment c'est le fun, mais le taux de natalité à Montréal est atroce. Pourquoi? Parce que les familles, quand tu vas avoir des enfants, ils se poussent. Parce que les gens ne veulent pas vivre trop densifiés. Quand on a mon âge, qu'on commence sur le marché du travail, on peut faire ça. Mais quand on commence à taper 30 ans, puis que là, on dit hey, « Mon Dieu, ce serait temps que j'aie des enfants, ou peut-être même avant », bien là, on se dit « OK, mais là, c'est pas réaliste. » T'sais. Puis moi, je trouve ça dommage de voir que la grande ville du Québec, qui a été capable d'avoir cet équilibre-là, est en train un peu de le jeter parce que là, justement, on entre un peu dans les modes du moment. La densification, vous savez, le tramway, pourquoi? Parce qu'il faut une ville moderne. Puis tout l'argumentaire derrière, c'est de dire comme si c'est un peu retardataire, comme tu dis, parce que c'est pas dans l'air du temps, puis qu'il faut passer à autre chose. Mais moi, je me demande la qualité de vie des familles est où là-dedans? Puis c'est pas ça qu'on voit qui est mis de l'avant en ce moment. Puis je pense que si, effectivement, la gauche écologiste qui veut nous proposer ce modèle-là, il va falloir qu'elle trouve quelque chose pour régler aussi le fait que les familles ne veulent pas vivre là. Il vient un point où les gens, ils votent avec leurs pieds. Puis je pense qu'il y en a beaucoup que s'il faut qu'ils aillent vivre en Beauce, en effet, pour avoir la qualité de vie qu'ils veulent, ils vont le faire. Moi, idéalement, on pourrait le faire dans une banlieue rapprochée, et travailler, etc., puis pas avoir à s'exiler au bout du monde. Mais si c'est ça qu'il faut qu'il arrive, je pense que c'est ça qui va arriver. Parce que le désir pour ces tours à condos-là est beaucoup moins gros que le nombre qu'on construit. Puis pendant ce temps-là, combien de maisons unifamiliales on construit? C'est de moins en moins. Dans le fond, on devrait prendre les boomers puis les retraités puis les envoyer d'un tour à condos puis laisser les maisons en banlieue aux jeunes comme toi qui veulent bâtir leur famille. Non, mais je comprends ton... c'est un peu rapide. Oui, mais je blague. Mais je comprends ton argumentaire au sens où, ici, par exemple, à Longueuil, on est dans une ville où la question de la densité versus l'étalement est un enjeu. On peut pas quand même... je te taquinais tantôt quand je t'ai dit t'es pas éco-anxieux, là, mais on peut quand même pas nier la question des enjeux climatiques, des émissions de gaz à effet de serre, la surutilisation de la voiture, tout ça. Et quelque part, il y a un équilibre à trouver, mais quand on a aussi une préoccupation, parce que j'imagine quand on est conservateur sur le plan fiscal, on a aussi la préoccupation des finances publiques, des capacités de payer. Tu sais très bien comme moi que de construire 300, 400 condos ou logements, ça nécessite des infrastructures municipaux beaucoup moins développées que si tout le monde vit chacun dans son bungalow jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à Saint-Hyacinthe, à la limite. Donc, oui, un équilibre. Je comprends très bien qu'on préfère... Tout le monde est passé par là, tu sais, quitter la ville pour aller élever ses enfants en région. Mais quoi qu'il y a eu un retour quand même des jeunes. Moi, j'ai élevé mes jeunes enfants dans une ruelle à Montréal. Tu sais, il y a eu un retour vers la ville à un moment donné. Mais ce que je comprends bien, c'est que, dans le fond, tu trouves que le projet de troisième lien, c'est une bonne idée. Tu trouves que le projet de tramway, ça n'est pas une, ou tu trouves un compromis entre les deux? Ben, écoute, moi, je pense que la raison pour laquelle c'est devenu aussi polarisé, comme je te disais, c'est vraiment la question de c'est quoi l'avenir de Québec. Puis c'est sûr que si tu es pour le tramway, bon, en général, tu restes en Haute-Ville, probablément le long du boulevard René-Lévesque. Puis tu te dis, ça serait bien si tout le monde pouvait vivre le long de ce boulevard-là.
Tandis que si tu es pour le troisième lien, bien justement, tu penses, OK, ben où est-ce qu'on va construire des maisons? Ou tu restes déjà à Saint-Nicolas, à Charny, parce que les maisons étaient trop chères sur la rive nord de Québec. Puis tu te disais, hey, ça serait quand même vachement plus pratique pour aller travailler. Puis la vérité, d'ailleurs, celui qui a le mieux défendu ce projet-là, c'est drôle, moi je pense que c'est Frédéric Beauchemin, le député libéral, quand il pensait devenir chef, puis il a dit, pour moi, c'est un projet de développement sur 50 puis 100 ans. Puis il avait raison. Il avait raison. La vraie raison pour laquelle, d'abord pour laquelle Lévis se bat pour ce projet-là, pour laquelle les gens qui adhèrent à ce modèle de développement-là, qui croient à la maison familiale, qui croient à cette manière-là d'élever une famille, veulent ce projet-là, c'est pour faire un développement. Puis d'ailleurs, tu parlais d'immigration tout à l'heure, je pense que considérant la démographie de la ville de Québec, qui change à vitesse grand V, que Statistique Canada nous dit que ça va être la région au Québec qui va avoir la plus grosse hausse de population d'ici 2050. Et parce que des besoins de main-d'œuvre? En tout cas, parce qu'il y a de l'immigration, là, je veux dire, les besoins, c'est toujours relatif, il y en a toujours plus, puis souvent, l'offre amène de la demande. Fait que c'est un peu un chien qui court après sa queue. Là. Mais on voit, par exemple, que Québec, c'est l'endroit dans la dernière année où la montée en prix des maisons a continué de monter, alors que ça se calme un peu dans les autres régions. T'sais. Une des seules qui est en haut de 10 % encore. Fait que on voit qu'il y a quelque chose qui vient avec ça aussi, tu sais. Puis rendu là, OK, si on veut ce modèle de croissance-là, puis là, le maire Marchand, il grimpe au créneau, comme si c'était le chef de l'opposition officielle, pour réclamer que même si tous les immigrants temporaires restent au Québec, ce qui est quand même assez audacieux, là, 600 000 sur 9 millions, c'est beaucoup. Oui, ils ont relativisé un peu ces chiffres-là, par exemple. Là. Ceux qui disent qu'ils étaient... Dans la perspective du PEC, tout ça, ouais, c'était peut-être un peu moins. Mais bien sûr, oui, je l'ai entendu. Ils l'ont élargi au-delà du PEC, là, la demande qu'il a fait avec Mme Martinez, si je ne m'abuse. Oui. Fait que il y a ça aussi, tu sais. Puis à ce moment-là, OK, mais est-ce que tu penses aux citoyens de Québec ou est-ce que c'est vraiment un peu le développement pour se développer puis pour se densifier? Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas trouver leur compte là puis qui vont dire, OK, moi, je vais aller rester ailleurs. En fait. Le temps file. Hein? Je veux parler justement un peu démographie, immigration, la question de la famille, tout ça. Rapidement, ton positionnement, tu en as fait un bout sur l'immigration, mais sur la question de la famille, est-ce que tu trouves qu'on en fait trop, pas assez? On me fait mal au Québec. On a eu quand même une politique de CPE qui est un succès, là, on va le reconnaître. Les congés parentaux, congés de maternité, tout ça. Ton positionnement là-dessus? Ben, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que je suis en train d'écrire une étude là-dessus pour l'Institut. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Ben oui, mais tout à fait. C'est sûr que moi, quand je vois les chiffres qui disent que le Québec est à 1,33 enfants par femme, on n'a pas le choix d'être un peu paniqué par rapport à ça puis de dire, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. T'sais. Parce qu'en parallèle, quand on regarde les enquêtes, que ce soit celles qu'on fait chez nous quand on sonde ou celles du ministère de la Famille, on voit que la majorité des gens, puis même les femmes plus que les hommes, veulent encore 2 enfants et plus. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me demande pourquoi notre modèle social a échoué d'une certaine manière au point où les gens ne peuvent plus réaliser leur projet parental. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui devrait l'impression, mais oui, j'entends ce que tu dis, mais tu n'as pas l'impression qu'en vieillissant, ils réalisent que la vie coûte cher, que les logements sont chers, que les salaires peinent à suivre, par exemple, l'inflation. Il y a un enjeu aussi, là. Toi qui es un homme de gauche, tu devrais comprendre que, justement, quand la vie est chère, on peut essayer de la rendre moins chère. Ah, absolument. Particulièrement quand on fait des choix qui sont pro-sociaux, parce que chaque fois qu'on a un enfant, en tout cas, d'un point de vue strictement État-providence, encore ça te parlera, l'État-providence, c'est un schéma pyramidal. Là. Fait que plus il y a de gens en dessous, mieux ça va. Fait que l'État a un intérêt objectif à encourager les naissances, à encourager les familles, parce que c'est lui qui gagne au change. Puis au contraire, là, on arrive, d'ailleurs, si on a des déficits qui sont aussi élevés aujourd'hui, c'est notamment parce que la pyramide des âges est en train de s'inverser avec une très grande cohorte, les boomers, qui atteignent un certain âge, puis qui ont fait moins d'enfants, puis qu'eux autres ont fait moins d'enfants aussi. Fait que là, on arrive au stade où il y a moins de payeurs qu'avant pour plus de gens en haut dans la pyramide. Oui. Fait qu'il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu. Non, mais on s'entend là-dessus au sens où, oui, bien sûr, il faut mettre en place des mesures qui font en sorte qu'on va effectivement peut-être atteindre ton objectif d'avoir 2-3 enfants, mais il y a une réalité bien objective aussi avec laquelle on doit composer. Dans le fond, c'était de savoir un peu si les mesures qui sont en place sont suffisantes ou il faut en ajouter. Parce qu'on n'ira quand même pas du côté américain avec Trump qui donne une médaille à chaque femme. Non, mais t'as vu passer ça, là. Bon, évidemment, on connaît le phénomène, là. On sait très bien qu'il y a autre chose à faire comme débat par rapport à la famille versus l'immigration qui ne va pas dans ces extrêmes, ces extrêmes-là. On a un dialogue quand même qui est super intéressant. J'avais le goût de te demander, parce qu'on tire vers la fin, tu t'identifies comme étant un conservateur
quand même modéré. Bon, il y a peut-être des gens qui vont nous écrire et vont dire c'est un gars d'extrême droite. Comme moi, je m'identifie comme étant quelqu'un de centre-gauche. Il y en a d'autres qui vont dire non, les Tourneaux, c'est un gars d'extrême gauche. Il vient du mouvement syndical, tout ça. Mais dans une société, on co-construit, on dialogue, il y a des notions de capital-travail, il y a des enjeux aussi culturels. On n'a pas parlé de la nation, on n'a pas parlé de l'avenir d'un pays. Je ne sais même pas si tu étais indépendantiste, quoi que tu étais à la CAQ. Donc, tu dois trouver une place pour la nation québécoise dans le Canada, j'imagine, mais on s'entend quand même sur cette idée-là qu'il y a une nation québécoise, tout ça. Et est-ce que tu es de l'école qui croit au dialogue entre les partis, le dialogue social? C'est quoi ton école de pensée là-dessus? Ben moi, écoute, je pense que oui. D'abord, si je suis ici, ça prouve quelque chose. Ben oui, bien sûr. On s'entend. Je fais souvent la blague, mais quand t'es de droite au Québec, t'as pas vraiment le choix de jaser avec des gauchistes. Là. Je veux dire, les chambres d'écho, il y en a pas un million. Il y en a trop. Voilà. Non, je dis pas qu'il y en a trop. Ah je dis pas qu'il y en a trop. Mais disons que... Moi, des fois, j'ai l'impression que je suis tout seul pas mal. Mais oh bon. Là là, mon Dieu. C'est pas super. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de jaser. Puis, tu sais, bon, encore une fois, tu m'as lu. Tu sais que moi, c'est pas ça qui me fait peur de lire des penseurs de gauche, des penseurs libéraux, des gens avec qui je suis pas d'accord. Parce que je trouve que c'est là que c'est intéressant. Puis la formation en philo joue là-dessus aussi. Tu sais, dans la mesure où, moi, ce qui m'intéresse souvent quand je lis de la pensée politique, c'est de comprendre comment quelqu'un réfléchit, pourquoi il arrive à ces conclusions-là, c'est quoi les prémices philosophiques à partir desquelles il part. Fait qu'à ce moment-là, c'est intéressant de lire toutes sortes de courants puis pour comprendre. Puis, en tout cas, dans les livres que j'ai faits avant sur le Québec, c'était beaucoup d'essayer de comprendre, OK, c'est où les enjeux qui bloquent? T'sais, pourquoi est-ce que les libéraux sont en désaccord avec les nationalistes conservateurs sur telle question? C'est à cause de quelle raison philosophique? Fait que moi, je trouve que le débat, c'est extrêmement stimulant. Puis ça m'arrive des fois de changer d'idée sur certaines choses où j'étais par le passé plus à gauche, j'étais par le passé plus à droite, puis là, finalement, je viens à comprendre le point de vue opposé, puis je pense que c'est assez simple. T'sais. On a tous une base d'enjeux sur lesquels on ne changera pas d'avis parce que c'est à cause de ça qu'on s'implique, parce que c'est nos convictions les plus fondamentales, puis ça, c'est très normal. Après, il y a tous des enjeux aussi sur lesquels on n'est pas marié à une opinion, puis des fois, on dit « Ah bon, finalement, j'ai vu ce papier-là, ou j'ai vu ce chiffre-là, ou j'ai vu cette opinion-là, puis finalement, ça avait du bon sens. » Fait qu'on peut changer d'idée sur ces choses-là. T'sais. Trouves-tu que, puis là, il nous reste peut-être 2 minutes, tu trouves-tu que ce dialogue, ces échanges, s'est rendu un peu plus difficile avec le phénomène des médias sociaux parce qu'il y a une polarisation quand même? T'es-tu du genre à passer à côté de ça? Moi, j'essaie d'éviter le plus possible les commentaires, puis t'es-tu sensible à ça ou tu réussis à... Non, puis je pense qu'à un moment donné, quand on met sa face sur le bio, plutôt sa tête sur le bio, je ne mettrai pas ma face sur le poteau, ah non, jamais de politique? Oh, honnêtement, pour vrai? J'ai plus de fun à écrire des livres puis à défendre des idées. T'sais, moi, j'ai pas à aller chercher de vote de personne. Je m'amuse beaucoup plus. Non, c'est ça. Mais non, je pense que jusqu'à un certain point, quand on défend des idées, c'est un peu normal qu'il y ait de la critique qui vienne avec. Après, c'est sûr, il faut pas que ça soit virulent, il faut pas que ça soit violent. Il y a toutes des choses qu'on veut jamais voir. Mais tu sais, moi, ça m'empêche pas de dormir la nuit. Puis je pense que, en fait, sur la question de est-ce que ça marche mieux avec les médias sociaux ou pas, je pense que la réponse n'est pas aussi simple qu'on penserait. Parce que moi, quand je regarde, mettons, les chiffres des interventions médias que je fais et tout, quand c'est contesté, quand je vois avec des gens qui sont vraiment à gauche puis qu'on s'obstine, qu'on se coltaille un peu, c'est ça qui fait le plus de vues. Mais pourtant, il n'y en a pas tant que ça dans nos médias. Fait que je me dis, en tout cas, s'il était un petit peu brillant puis qu'il voulait faire du clic, qu'il voulait attirer de l'audience, ben peut-être qu'il devrait en faire plus. Puis il y a un appétit pour ça. Oui, des fois, il y a un côté un peu spectacle, mais ça va, tu sais. Puis après, comme tu l'as dit, moi, mon livre, il a été sorti en France l'automne passé. Fait que j'ai vu un peu la différence aussi sur les plateaux où ils n'ont pas peur d'inviter quelqu'un qui est bien marqué à droite, quelqu'un qui est bien marqué à gauche, puis dire, OK, battez-vous, tu sais. Oui, on a encore à apprendre, peut-être? Ben, je pense que oui, Puis honnêtement, moi, je pense que le média qui va assumer la confrontation, qui va dire, OK, maintenant, on va en faire une arène de débat comme ça va récolter, parce que c'est ça qui va marcher sur les réseaux sociaux, c'est là que les gens, ils vont adhérer. Je pense qu'il y a vraiment un espace qui est peut-être pas pleinement occupé au Québec aujourd'hui. Étienne Alexandre Beauregard, c'est déjà tout. Ça va vite, hein? Ça passe vite. On n'aurait pas à faire 2 heures. Merci infiniment d'avoir accepté. Merci à toi pour l'invitation. Au plaisir. Au plaisir, tout à fait.